Mesdames et messieurs les journalistes, femmes et hommes de presse, fidèles participants et nouveaux arrivants à notre rendez-vous dénommé la quinzaine du gouvernement, c'est un bonheur renouvelé que de nous retrouver pour échanger dans le cadre de ce rendez-vous que nous nous sommes donné depuis quelques mois déjà. Mesdames et messieurs, nous ouvrons la quinzaine du gouvernement de ce jour en apportant quelques éléments de réponse. L'interrogation qui nous avait été formulée était relative à la pénurie observée de carburant, notamment à Brazzaville. Alors, il faut savoir que cette question a été évoquée par le ministre des Hydrocarbures, M. Bruno Jean-Richard Itoie, lors de la dernière séance de questions orales avec débat au niveau du Sénat, qui a eu lieu le 15 novembre 2024. À cette occasion, le ministre Jean-Richard Bruno Itoie a rappelé que la loi du 19 octobre 2001, organisant les activités du secteur pétrolier aval, accorde la primauté à la production des carburants à notre raffinerie nationale, la Coraf, pour l'approvisionnement du marché national en carburant. En principe, les importations de carburant ne viennent, et c'est là le principe, on verra tout à l'heure que malheureusement ici il n'a pas été respecté, ne viennent qu'en appoint de la production nationale. C'est la Société nationale des pétroles du Congo qui doit assurer l'approvisionnement du pays en carburant. Il peut arriver, et là je reprends l'essentiel de l'argumentaire de mon collègue au Sénat, il peut arriver que l'approvisionnement soit assuré par des sociétés agréées de distribution et de commercialisation de produits pétroliers finis qui importent pour alimenter leur propre réseau de distribution. Notre raffinerie nationale, la Coraf, fournissait jusque-là en moyenne, avant l'actuelle période de pénurie, 8000 tonnes de supercarburant, soit 16 jours de consommation, équivalente à 53% du besoin mensuel de consommation nationale. 24 000 tonnes de gazole étaient disponibles, soit 24 jours de consommation, équivalent à 80% de la consommation nationale. Ça, c'était les chiffres avant que nous connaissions la crise que nous subissons actuellement. Il faut noter que la Coraf est confrontée à 3 défis majeurs. Premièrement, et pour des raisons techniques, elle produit en majorité du fuel oil, provenant de la source de pétrole brut dit génomélange. Or, le fuel oil est pour l'essentiel exporté. Deuxièmement, des dysfonctionnements sont constatés sur un équipement. Je ne saurais vous dire quelle en est la signification technique, mais il s'agit du réformeur catalytique, cet équipement défaillant, posant un problème qui influe de manière néfaste sur la production de supercarburants. Troisième problème, on déplore la baisse des approvisionnements de la raffinerie en pétrole brut, approvisionnement en principe assuré en totalité par l'État, compte tenu, cette faiblesse de l'approvisionnement, des réformes auxquelles les pouvoirs publics se sont engagés dans le cadre de nos programmes avec nos partenaires multilatéraux. Ces réformes ont entraîné la réduction d'environ 25% des approvisionnements de la Coraf en pétrole brut depuis le mois de mai 2024, soit 500 000 barils par mois. Cette forte baisse a évidemment, vous l'imaginez bien, un impact négatif sur la production de carburant. Je ne reviens pas sur les chiffres donnés par mon collègue au Sénat, mais il faut noter que la Coraf ne fournit plus mensuellement au marché national qu'en moyenne 4 800 tonnes de supercarburant, soit 9 jours de consommation, 16 000 tonnes de gazole, soit 16 jours de consommation mensuelle. Ainsi, la nécessité d'importer pour couvrir le gap est évidente, avec les incertitudes et contraintes de cette opération d'importation. On peut citer parmi les contraintes, par exemple, la volatilité des prix des carburants sur le marché international. Et cette volatilité entre un peu en contradiction avec le principe appliqué chez nous
qui est celui d'un prix de cession qui est administré, c'est-à-dire qui est encadré, qui est sous contrôle. Ces prix sont en général des prix fixes, bas et rigides à la hausse, ce qui engendre bien entendu, entre la volatilité du marché extérieur et les contraintes que je viens d'indiquer du marché intérieur, des déséquilibres importants dans la filière de distribution des produits pétroliers. Je vous fais grâce des déséquilibres liés aux traders, qui eux-mêmes jouent un grand rôle, qui souvent ne respectent pas les délais de livraison des cargaisons importées. Et je vous fais grâce également de la position des marketeurs, qui sont un type d'acteurs particuliers, qui ont généralement peu d'intérêt pour l'importation des produits pétroliers. D'autre part, et de manière conjoncturelle, il peut arriver que les produits importés ne répondent pas, en termes de conformité, aux spécifications attendues par les responsables de la filière pétrole et carburant dans notre pays. Et pour rappel, il faut noter que la récente grève qui a eu lieu il y a quelques semaines au niveau du chemin de fer Congo-Océan a assurément peut faciliter nos approvisionnements, et c'est un euphémisme. Je ne peux cependant, au nom du gouvernement, rester sur ce constat désespérant. Il faut quand même donner à nos compatriotes quelques lueurs d'espoir et quelques éléments positifs. Il faut noter que plusieurs commandes sont en cours de réception, ou seront reçues, ou ont été reçues. Il s'agit notamment de 8000 tonnes qui sont attendues à Pointe-Noire le 20 novembre 2024, qui ont été attendues, et offrant 16 jours d'autonomie de consommation. 4000 tonnes de produits de carburant, soit 7 jours d'autonomie de consommation additionnelle, sont disponibles à Kinshasa, en République démocratique du Congo, nous appartenant donc ces produits-là. Les traversées pour ces produits et ce carburant ont commencé le 13 novembre 2024. La CORAF va désormais produire environ 5000 tonnes par mois, soit 9 jours d'autonomie de consommation supplémentaire. 20 000 tonnes de gazole à bord d'un navire qui était à quai depuis le 14 novembre 2024 ont été reçues et distribuées, de sorte que globalement, nous ne souffrons plus de problèmes de gazole depuis la livraison de ces 20 000 tonnes. 4 500 tonnes, soit 4 jours d'autonomie de consommation additionnelle, sont disponibles, comme je l'ai dit tout à l'heure. La production attendue de la CORAF, qui est donc de 16 000 tonnes de gazole par mois, soit 16 jours d'autonomie de consommation supplémentaire. Le retour effectif à l'équilibre sur le marché du gazole était attendu ces jours derniers, à la fin du déchargement du navire que j'ai évoqué. L'autonomie de consommation de gazole devrait donc logiquement atteindre une durée de 35 jours, donc au-delà d'un mois de consommation. Pour le supercarburant, le retour à l'équilibre est attendu en principe dans les tout prochains jours, après le déchargement attendu d'un navire en provenance des traders. Le reste des explications relève des mesures de correction qui sont en cours de déploiement par la SNPC. Dans tous les cas, les départements ministériels concernés, les services techniques impliqués sont au travail pour que les choses rentrent dans l'ordre. À cet égard, l'arrivée attendue, et là je fais de la prospective et du moyen terme, l'arrivée attendue du pipeline Pointe-Noire-Brazzaville, avec la construction programmée d'un terminal dans la zone industrielle de Maluku, attendue dans les 2 prochaines années, complétée par la construction d'un grand dépôt de stockage de produits pétroliers et l'augmentation attendue de la capacité de stockage de la SLOG à Brazzaville, permettront de résorber les situations de pénurie grâce à la constitution de stocks stratégiques et de sécurité. Enfin, et là toujours dans le moyen terme, nous pensons que la construction et l'achèvement des travaux de la seconde raffinerie
ferait que, à l'horizon 2026, nous n'aurions plus seulement à dépendre de l'actuel CORAF. Mesdames et messieurs, l'actualité nationale de ces derniers jours, autre que les points que je viens d'évoquer, a été marquée par le lancement de la 5e génération, dite 5G, par la société de téléphonie mobile MTN Congo. La cérémonie relative s'est déroulée le 21 novembre dernier en présence de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Cette révolution technologique, dite Internet des objets, voit le Congo être le premier pays de la sous-région à l'implémenter. Cette révolution technologique permettra non seulement d'augmenter le débit de téléchargement, mais également de fournir la capacité de données nécessaires à l'amélioration d'usages déjà existants dans notre pays. Elle fournira également les éléments qui favoriseront le développement de nouvelles générations d'applications. Enfin, la technologie 5G va accélérer le développement de l'économie numérique dans ses usages domestiques, mais également ses usages courants dans les secteurs de l'industrie et des services. Mesdames et messieurs, autres faits marquants de l'actualité qui ont retenu notre attention. La réunion le 19 novembre dernier, sous l'autorité du ministre de la Santé et de la Population, du comité de coordination interagences de vaccination avec le programme élargi de vaccination. À cet égard, il faut relever que les résultats sont encourageants. Près de 80% des Congolais devant être vaccinés, enfants, adultes compris, sont vaccinés à ce jour. Le ministère s'efforce, le ministère de la Santé, de lever les difficultés qui peuvent subsister en matière de couverture vaccinale totale du pays. Il s'agit là, mesdames et messieurs les journalistes, d'un élément important en termes d'amélioration de la réponse des pouvoirs publics sur les immunités qui doivent être apportées à nos compatriotes, et notamment les plus jeunes, comme vous le savez, avec le panier de vaccination et de vaccins obligatoires, notamment pour nos jeunes enfants. Autre fait d'actualité, le lancement par le ministère en charge des Affaires sociales de l'enrôlement auprès des différentes mairies de Brazzaville en vue de l'inscription au projet de protection sociale et d'inclusion des jeunes de nos compatriotes qui dépendent de ce type de programme ou qui pourraient en dépendre. Mesdames et messieurs, voilà les quelques faits épinglés pour la quinzaine du gouvernement de ce jour, et je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le ministre, vous avez suscité l'espoir lors du compte rendu du Conseil des ministres passé, en annonçant la création des centaines, voire des milliers d'emplois directs et indirects suite au projet de la construction d'un hôtel 5 étoiles au lieu dit Cosmos. Vous avez également évoqué la construction d'une chambre froide moderne et d'un centre commercial. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces projets? Merci. Que dire de plus que ce qui a été annoncé au compte-rendu? Je vous rappelle que l'objet du compte-rendu du Conseil des ministres, c'est justement pour éclairer les Congolaises et Congolais sur d'abord la teneur des discussions et des réflexions internes au Conseil des ministres, et ensuite rendre public à travers le compte-rendu les éléments qui nous paraissent pertinents et pour la consommation de nos compatriotes. Alors que vous dire de plus, si ce n'est que ces projets sont des projets à haute valeur ajoutée en termes de travaux, de construction, travaux publics, en termes d'habitat, puisqu'il y a également des projets sur les différentes présentations qui ont été faites lors du Conseil des ministres, des projets de construction de certains immeubles de haut standing et à usage d'habitation. Alors l'avantage, et c'est ce qui rend absolument nécessaire la communication du gouvernement de sa plus haute instance vers nos compatriotes, plus haute instance étant le Conseil des ministres, c'est la création des emplois qui aujourd'hui sont espérés dans le cadre de ces projets. Alors le gouvernement, face à ces perspectives qui sont quand même des perspectives doublement réjouissantes,
Elles sont réjouissantes parce qu'elles vont améliorer à la fois le décor, l'environnement, la beauté de notre ville à des endroits stratégiques, et en même temps des projets à haute main-d'œuvre qui vont permettre de donner de l'emploi à de nombreux compatriotes et leur donner, pour certains d'entre eux, une qualification complémentaire. Donc je ne saurais dire plus, si ce n'est que nous espérons qu'au terme du processus administratif qui consiste en Conseil des ministres à délivrer les actes de cession à titre onéreux pour les projets immobiliers concernés, des terrains appartenant à l'État et qui sont déclassés pour permettre leur cession à titre onéreux, en espérant que cette impulsion qui est donnée par l'État aboutissent et fournissent les fruits que les promesses qui nous ont été faites nous permettent d'augurer et d'espérer. Merci, Monsieur le Ministre. C'est Alphonse Ndongo, page Alphonse Ndongo. Je voudrais savoir, Monsieur le Ministre, en rapport avec la distribution du carburant dans notre pays, à vous écouter, des perspectives sont bonnes pour qu'on puisse stabiliser le marché. Mais il y a un véritable problème auquel sont confrontés les consommateurs, c'est que aussitôt le carburant arrive dans les stations, il y a un système qui s'est créé autour de ces stations que vous connaissez sous le nom de Cadafi. Je vous en parle parce que moi-même, je suis obligé de m'approvisionner auprès des... Et est-ce que le gouvernement prend des mesures en termes de sécurité? Parce que récemment, il y a eu des incendies avec des morts. Qu'est-ce qui est en train d'être fait pour qu'il n'y ait pas rareté de produits dans les stations et que cela revienne au bénéfice des dealers qu'on appelle Cadafi? Et permettez-moi de faire aussi coup double sur la même question. Vous avez parlé tantôt de la différence qui existe entre la volatilité des prix sur le plan international et la cession des prix que nous pratiquons sur place. Comment le gouvernement fait pour essayer de compenser ce manque auquel sont confrontés donc les marketeurs qui s'approvisionnent sur le marché international? Est-ce qu'on peut se faire une idée en termes de subventions, certainement, que l'État est en train toujours d'apporter pour qu'on maintienne les prix fixes que nous avons aujourd'hui? Et je vais être gourmand, Monsieur le Ministre, excusez-moi. Récemment, le gouvernement a conclu de manière tout à fait brillante le programme national d'optimisation de la trésorerie. Alors, autant on se satisfait de ces résultats, mais de l'autre côté, la Britannique Standard & Poor's a eu à dégrader la note du Congo de 4 crans, ce qui quand même égratie ou alors édulcore un tout petit peu la qualité de la signature du Congo. Comment est-ce que cela est perçu au niveau du gouvernement? Bon, ça fait beaucoup de questions. Pour ce qui concerne le phénomène des Kadhafi, vous savez qu'il est presque aussi vieux que le monde, malheureusement. Vous en êtes victime et tout le monde en est victime. Parce que je sache, les officiels et les membres du gouvernement ne s'approvisionnent pas auprès d'une station-service qui leur serait réservée. Et il arrive à mes collaborateurs en charge de l'approvisionnement en carburant pour le ministère comme pour mon domicile à titre privé, se heurtent, comme vous, comme nos compatriotes, à l'espèce de paradoxe qui consiste à ce que souvent il est difficile d'accéder au circuit normal d'approvisionnement, c'est-à-dire les stations, et que nous soyons obligés tous d'aller vers les Kadhafi. Donc je soupçonne, sans être un policier, sans être un homme d'investigation et de renseignement, que cette pénurie est volontairement organisée par un certain nombre de réseaux mafieux. Et je crois que le gouvernement, à travers les ministères en charge des questions de sécurité, fera, et nous l'espérons cette fois-ci de manière assez brutale, la chasse à ces réseaux et le démantèlement des mafias qui, aujourd'hui, empêchent nos compatriotes d'avoir un carburant de qualité, parce que souvent les Kadhafi coupent ce carburant pour en avoir plus de quantité. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, les retours qui nous sont faits en termes de qualité voient beaucoup de véhicules qui n'avaient pas de problème au niveau de leur carburateur ou de leur moteur, qui aujourd'hui, malheureusement, connaissent des dysfonctionnements, ces véhicules, auprès de pas mal de nos compatriotes, à cause de ce carburant que je qualifierais de frelaté. Donc oui, il faut que nous cassions les reins à ces réseaux mafieux. Vous posez une question sur
les subventions. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous faisons le nécessaire dans le cadre des réformes qui sont menées. Je vous rappelle que les réformes que nous mettons en œuvre sont des réformes voulues par nos partenaires multilatéraux, que sont le Fonds monétaire international et tous ceux avec lesquels nous sommes en programme. Alors, bien entendu, il y a une période de latence, une période de transition qui nous amène à avoir ce déséquilibre apparent entre la liberté ou la volatilité des marchés internationaux et l'encadrement nécessaire, parce que l'encadrement dont nous parlons, c'est l'encadrement au profit de nos compatriotes, pour éviter justement qu'en cas de pénurie, les prix s'envolent de manière complètement incontrôlée pour le panier de la ménagère. Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux pour vous donner tous les mécanismes, mais les gouvernements, soucieux d'encadrer ces prix et d'éviter qu'ils ne s'envolent, prend les mesures nécessaires. Vous évoquez, Alphonse Ndongo, plutôt le caractère à moitié vide du verre, et moi je me permettrais plutôt d'évoquer le verre à moitié plein, c'est-à-dire le côté optimiste, pendant que vous avez évoqué dans votre question le côté, hélas, pessimiste. Ce qui est important de noter, c'est que nous avons, à travers la réussite de ce mécanisme d'optimisation, qui est une réussite du gouvernement et singulièrement des ministères des Finances et du Budget, nous avons pu desserrer l'étau qui nous étranglait à court terme. C'est ça l'élément positif qu'il faut retenir. Parce que les 1500 premiers milliards qui correspondaient à des créances qui étaient chaudes, qui étaient même brûlantes, aujourd'hui ont pu être recalibrés et faire que leur maturité soit une maturité sur une plus longue période, c'est-à-dire une période d'une dizaine d'années devant nous. C'est donc cela l'élément positif. Maintenant, si au passage et de manière conjoncturelle, une des agences de notation a pu dégrader notre note, eh bien écoutez, nous en prenons note, nous en prenons acte, et nous considérons une agence parmi d'autres qui décide de cela, eh bien les autres ne l'ont pas décidé. Donc c'est un épiphénomène sur lequel nous ne nous appesantirons pas, puisque ce qui est important, c'est d'avoir retrouvé ces marges de manœuvre qui nous permettront, en tout cas qui permettront ces marges de manœuvre à notre trésorerie de retrouver un peu de souffle et de répondre en grande partie aux difficultés conjoncturelles à court terme qui sont les nôtres. Merci, Monsieur le Ministre. Je suis Ernest Blanchard-Dimi. J'interviens pour le compte du groupe de presse en ligne Brazanet. Je pars d'une situation que je viens de vivre là devant le ministère des Finances. Alors, il s'agit d'un concert de casseroles des agents de STPU. Vous êtes porte-parole du gouvernement. Quelle est la situation actuelle de ces agents? Qu'est-ce que le gouvernement leur dit comme message par rapport aux revendications qu'ils ont en termes de salaire et autres? Alors, vous parlez de nos agents, les agents de la STPU. Oui, moi-même, je suis arrivé et j'ai vu devant le ministère des Finances cela. Mais on est toujours, cher ami Dimi, dans les conséquences de ces insuffisances de trésorerie dont nous venons de parler. C'est parce qu'il y a insuffisance de trésorerie que nous n'arrivons pas à résorber certaines situations sociales chaudes comme celle des travailleurs STPU. Et je vous avais dit autre chose, je crois que c'était lors de la précédente quinzaine, nous ne sommes pas une économie soviétisée. Nous ne sommes pas une économie soviétisée, c'est-à-dire une économie étatisée qui verrait le gouvernement puiser dans le budget de l'État, dans le trésor public, pour renflouer des entreprises d'État ou des établissements publics lui appartenant pour payer les salaires. Vous comprenez bien que le problème, il est d'abord celui de l'entreprise qui doit avoir les capacités dans les recettes qu'elle dégage, parce que quand des gens montent dans les bus STPU, ils n'y montent pas gratuitement. Il y a d'abord ce phénomène qu'il faut épingler. Et ensuite, bien entendu, le gouvernement, à travers le ministère
les ministères concernés, que ce soit le ministère des Transports, le ministère de la décentralisation, le ministère et la mairie même, elle-même, la mairie. À travers tous ces démembrements de l'État, nous avons certainement des réponses qui sont articulées dans le cadre des discussions, des négociations qui sont menées avec les organisations syndicales concernées. Eh bien, nous faisons confiance aux agents sur le fait qu'ils font leur mouvement, et je comprends bien, ça doit être une manifestation de leur impatience, et c'est tout à fait compréhensible, et bien que tout cela se passe de manière tout à fait pacifique. On est passé là, ils n'ont pas obstrué la voie, ils ont installé leur pancarte, j'ai vu, il n'y a pas eu d'atteinte à l'ordre public, et bien que voulez-vous, il y a une liberté de rassemblement et de manifestation au Congo. Eh bien, nous prenons acte et nous espérons que les négociations aboutiront pour le règlement de leurs revendications. Je suis Loïcien Martial, j'interviens pour le compte de RFI. J'ai une question d'ordre social. Oui. Pour ne pas dire éducative, cette question-là. Nous sommes en 2024, décrété année de la jeunesse, et ça va faire 2 mois que l'université qui regorge cette jeunesse est en grève. Je me pose la question de savoir, est-ce que vraiment il y a un cadre de négociation entre le gouvernement et les syndicats de l'université? Si oui, 2 mois après le déclenchement de la grève, où en êtes-vous? Quand on sait que la plupart de ces jeunes ont rejoint l'Interland, là où ils ont leurs parents parce qu'ils n'ont pas de soutien ici, quand est-ce qu'on peut penser à la levée de cette grève, monsieur le ministre? Merci. Écoutez, c'est une préoccupation majeure pour le gouvernement. Je ne sais pas à l'instant T où en sont les négociations, mais rassurez-vous, il y a des négociations, il y a des discussions. Mais comme vous le savez également, aujourd'hui, le caractère presque généralisé des revendications sociales, le caractère assez large, on a parlé d'STPU tout à l'heure, et je crois qu'on peut parler d'autres établissements publics ou administrations sous tutelle qui connaissent les mêmes problèmes. Le caractère généralisé de ces difficultés rend encore plus difficile la solution ponctuelle de chacune des situations concernées. Donc, dans le cas de notre université, l'université Marien-Ngouabi, il y a une préoccupation encore plus importante puisqu'il s'agit là de l'avenir de nos enfants, il s'agit là d'éviter un risque d'année blanche, parce que cela serait un spectre absolument intolérable pour le gouvernement. Donc nous espérons que le gouvernement et les organisations représentatives des enseignants trouveront une solution. J'ai moi-même dans mon entourage des jeunes étudiants qui aujourd'hui sont très inquiets, et je comprends leur inquiétude, et le gouvernement est à l'œuvre pour faciliter une reprise la plus rapide des cours et des travaux universitaires au sein de l'université Marien-Ngouabi. Christian Toumou, BBC Afrique. Monsieur le ministre, je voudrais revenir sur la 5G, oui, lancée la semaine dernière. Oui. L'acquisition de la licence, oui. Quel est le coût pour que MTN, l'opérateur MTN, ait obtenu la licence de la 5G? Le coût versé... Bon, écoutez, vous êtes journaliste, vous savez, il y a quelques années, le coût des licences faisait l'objet d'un arrêté qui lui-même était fondé sur un décret. J'ai eu à gérer ces situations au moment du renouvellement d'un certain nombre de licences, justement pour MTN et même pour Airtel, à l'époque de la 3G, et ensuite un peu de la 4G. Aujourd'hui, la loi de finances a absorbé ces textes réglementaires, et je vous renvoie donc à la loi de finances. Vous avez une rubrique dans la loi de finances par type de licence et d'agrément qui vous indique les montants. Aline Francet Tokabeka pour la télévision nationale. Monsieur le ministre, j'ai quelques préoccupations sur la politique du gouvernement en matière de l'habitat et de l'urbanisation. Pourquoi ces questions? Parce que la promotion immobilière fait partie intégrante des projets phares du gouvernement.
quelle est en tout cas la mise en œuvre de ces projets au niveau des populations pour que ce projet soit vraiment bénéfique pour l'ensemble de la population congolaise. Pourquoi cette préoccupation? Parce que le constat est que l'immobilier qui s'élève au niveau de nos villes concerne notamment le haut standing. Donc, ce n'est pas donné Absolument. à toutes les catégories sociales. Absolument. Pendant qu'à côté, on a les concitoyens qui vivent très mal déjà. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un petit terrain pour construire, la plupart vont dans les périphéries parce qu'au centre, ça coûte très cher, ce n'est pas donné à tout le monde. Et dans ces périphéries, il y a un problème énorme d'urbanisation, c'est-à-dire le lotissement ne suit pas. Et cela pose beaucoup de problèmes quotidiennement à ces populations qui vivent dans ces zones. Quand le ciel est sombre, c'est un malheur qui s'annonce et c'est très difficile pour ce genre de population. Et de l'autre côté, ceux qui ont la possibilité d'aller louer une maison, le coût est très très élevé comparé au niveau de vie de la population congolaise. Et cela pose énormément de problèmes dans les familles. Absolument. Et autre chose, quand on a quand même la chance d'avoir la construction qu'on appelle les logements sociaux, entre guillemets sociaux, parce que ça ne répond pas vraiment à ce concept logement social, parce que finalement, ça bénéficie aux nantis plus qu'à ceux à qui ces projets étaient destinés. Alors dites-nous, quelle est la politique du gouvernement en la matière, monsieur le ministre? Merci. Vous posez là des questions extrêmement importantes. Les questions d'urbanisation et de lotissement, d'abord, que vous évoquez. Mais je crois que nous avons évoqué une fois, en passant, ces questions, notamment en parlant des difficultés en matière d'adduction d'eau et d'électricité. C'est que normalement, dans l'ordre administratif des choses, des zones qui jusque-là n'étaient pas habitées, elles ne le sont pas pour deux raisons, en règle générale. La première, ce sont des zones non edificandi, c'est-à-dire des zones, dans ce jargon un peu latiniste, latin, qui est celui des juristes, ça veut dire que ce sont des zones qui ne peuvent pas, en principe, être occupées. On ne peut pas y construire. Et souvent, malheureusement, dans l'extension et l'expansion de nos villes, nous nous retrouvons en difficulté parce que la démographie galopante entre l'exode rural d'un côté et l'augmentation, tout simplement, du nombre de nos compatriotes qui naissent dans nos villes, cette explosion démographique amène les gens, et vous avez évoqué le problème du coût, je reviendrai dessus, sur les coûts du mètre carré plutôt au centre-ville qui serait prohibitif. Donc ces facteurs qui aujourd'hui créent une pression amènent l'État, malheureusement, ce n'est pas bien, à fermer les yeux sur la construction dans des zones non edificandi, c'est-à-dire des zones où on ne devrait pas construire, soit pour des causes d'érosion ou de fragilité des sols. Et on voit qu'en matière de fragilité ou d'érosion, quand il y a des intempéries, eh bien les maisons sont littéralement emportées ou soufflées. Et après, on se retourne contre l'État en disant « mais c'est votre faute ». Non, il y a d'abord la nécessité d'éviter de construire dans des zones non edificandi. Deuxièmement, il y a celui du lotissement des zones qui, elles, peuvent être édifiées. Et à ce moment-là, l'explosion démographique dont je parle, l'extension géographique en termes de surface de notre ville, en termes horizontaux, cette expansion-là fait que le lotissement, c'est-à-dire la construction, va plus vite que le lotissement technique, c'est-à-dire l'arrivée de l'eau, l'électricité et de toutes les commodités. Donc les gens s'installent et puis après disent « j'ai pas de courant, j'ai pas d'eau ». Mais tout simplement parce que l'État n'a pas encore eu le temps matériel, avec ses services compétents, de lotir justement ces zones en leur apportant les services minimums qui sont attendus des populations. Enfin, il y a la nécessité de penser à une expansion, comme le font aujourd'hui les grandes villes modernes, en Afrique comme ailleurs, plutôt que d'élargir de manière horizontale nos villes, il faut peut-être élargir de manière verticale, c'est-à-dire construire des immeubles d'habitation. Malheureusement, souvent, cette question de la verticalité des constructions plutôt que de construire des petites maisons se heurte à la culture et à notre sociologie, où les gens se disent, quand ils achètent dans un immeuble, parfois ils ne se sentent pas vraiment propriétaires alors qu'ils ont acheté, parce qu'ils sont avec d'autres personnes, entre guillemets, copropriétaires de l'immeuble.
Les gens préfèrent construire sur leur terrain et avoir leur maison, leur propriété sur leur terrain de manière identifiée. Toutes ces questions font l'objet de la part des pouvoirs publics, que ce soit l'État qui prend des dispositions, ou que ce soit les mairies concernées qui prennent également des dispositions, fait l'objet donc de travaux pour améliorer les choses. Et c'est là, comme vous l'évoquez, une question extrêmement importante. Vous évoquez la cherté du coût du mètre carré au centre-ville. Je crois que là, malheureusement, c'est la loi de l'offre et de la demande. Il est clair que pour nos compatriotes, quel que soit leur standing et leur niveau social, il serait toujours plus agréable d'être propriétaire au centre-ville ou locataire au centre-ville, parce que toutes les commodités de l'État, les administrations de l'État sont plutôt au centre-ville. Mais, comme partout, les zones les plus séduisantes des capitales ou des communes concernées, des villes concernées, ces zones-là coûtent, du fait de la loi de l'offre et de la demande, plus cher au mètre carré que les zones un peu plus retirées. Si vous prenez le cas de la ville de Paris, que tout le monde connaît, eh bien la ville de Paris, aujourd'hui, connaît un phénomène où les gens, malheureusement, qui ont le moins de pouvoir d'achat, ne peuvent plus y habiter, soit en y achetant, soit en y louant. Et la plupart des Français dits de classe moyenne, ceux qui habitent en région parisienne, vont de plus en plus loin dans la banlieue pour trouver chaussures à leurs pieds. Et la ville de Paris intramuros elle-même, elle est souvent réservée aux gens dont le niveau de vie et le niveau de richesse est beaucoup plus élevé, ou alors à des bureaux. Vous évoquez un sujet qui, là également, est un sujet très important pour la vie quotidienne de nos compatriotes, et je peux vous assurer que, en tant que membre du gouvernement, j'ai déjà été interpellé par des proches, parents, amis et connaissances, de situations d'abus, on peut appeler ça comme ça, de la part de certains propriétaires vis-à-vis de leurs locataires. Donc ce sont des phénomènes où parfois on est obligé d'intervenir. Pour une fois, nantis de notre petite influence sociale, parce que le propriétaire ne parlera pas de la même façon à son locataire plutôt qu'à l'oncle, au neveu ou au fils, qui pourrait être un ministre ou autre. Donc c'est un phénomène extrêmement préoccupant où on voit les logeurs faire un peu ce qu'ils veulent. Vous avez des expériences diverses. Ils vont, parce qu'ils ont trouvé un nouveau locataire qui va leur donner 2 fois plus, chasser sans ménagement, parfois en pleine année scolaire, toute une famille pour loger dans leurs biens quelqu'un qui va donner un peu plus. Vous avez des gens qui vont vous dire « Ah ben oui, vous partez dans 1 mois », alors que la personne a laissé une caution de 3 mois. Donc vous partez dans 1 mois, mais entre-temps, vous devez refaire à vos frais le rafraîchissement de la maison. Vous avez toutes sortes d'abus, toutes sortes. Et il faut savoir que, bien entendu, nous condamnons complètement ce genre d'abus, parce que, d'abord, ce sont des gens qui font comme ça, qui sont sans cœur, parce qu'il faut être sans cœur pour ne voir que son portefeuille et pas l'intégrité d'une famille que parfois nous avons comme locataires depuis des années, parce que c'est ça la réalité humaine. Ce sont des locataires qu'on a parfois depuis des années. Alors, que faire face à ça? Bon, d'abord, il existe un cadre juridique. Ce cadre juridique, et je vous le dis, j'en avais parlé il y a quelques semaines avec le ministre Ngonimba, qui est le ministre de la Construction et de l'Habitat, et il existe des textes. Alors, je n'ai pas l'intitulé exact des textes. Prochainement, ou en aparté, je pourrais communiquer à l'ensemble des journalistes ici l'intitulé exact des textes, mais je peux vous en donner le contenu. Et pour que nos compatriotes l'entendent. D'abord, tous nos contrats, ou la plupart du temps, ce sont des contrats informels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un contrat écrit, c'est souvent du consensus, on s'entend sur le prix, on s'entend sur un certain nombre de choses, et souvent pas d'écrit. Ou alors s'il y a un écrit, souvent cet écrit est informel, dans le sens où la loi oblige en principe à les enregistrer au niveau du service de l'habitat. Il existe des services de l'habitat au niveau de chaque municipalité. Si vous enregistrez à vos frais, mais comme c'est vous, locataire, qui avez besoin de la sécurité juridique, si vous l'enregistrez à vos frais, je crois que ça coûte un peu moins du prix d'un loyer mensuel, mais c'est bien mieux pour chaque locataire d'enregistrer son contrat parce que cela lui donnera une protection face aux abus du logeur.
Parce que si le contrat est enregistré, eh ben derrière, on peut aller soit se plaindre auprès des services administratifs concernés, soit éventuellement aller en justice si les abus sont manifestes et graves. Donc, c'est la première mesure, la première démarche qu'il convient aujourd'hui de faire, et j'alerte nos compatriotes sur cette possibilité qui va leur donner des droits. Je sais que quand je dis que ça coûte un peu d'argent, on va se dire encore de l'argent, mais c'est le prix de leur protection juridique. Parce que sinon, nous retrouvons des familles qui, du jour au lendemain, se retrouvent dans la rue avec tous les traumatismes que cela peut provoquer. Ensuite, le gouvernement, et ça je le sais également, va se pencher sur les réformes du droit de l'habitat et de l'urbanisme de manière à renforcer encore plus la protection de nos compatriotes. Je suis Michael Gattier, je parle au nom de Focus Média. Je sors de la ville de Pointe-Noire. Je vous avoue qu'après la tombée de pluie, on n'a pas l'impression d'être dans une capitale économique dans un pays. La capitale qui donne de l'argent à un pays après la tombée de pluie. Et ça me fait réfléchir sur la municipalisation, la seconde, je pense, le terme, si c'est le terme, additionnel de Pointe-Noire. Où en sommes-nous? Et dites-nous aussi sur la question du grand marché de Pointe-Noire. Où en sommes-nous aujourd'hui? On a besoin des réponses sur cette question parce que Pointe-Noire, en réalité, ça ne donne pas l'impression d'une capitale économique. Merci. Vous avez fait un constat qui est celui de ce que nous vivons, du fait des aléas climatiques, de l'augmentation de la pluviométrie, qui est un phénomène international, un phénomène mondial. Et vous avez dit, je reprends à peu près vos termes, nous n'avons pas l'impression d'être dans la capitale économique d'un pays. Je viens de voir il y a quelques semaines des images de Dubaï, dont on peut penser que ce n'est pas le pays le plus pauvre au monde, où la pluviométrie avait provoqué, là également, des pluies tellement diluviennes qu'il y avait des inondations qui avaient complètement, mais je dis bien complètement, submergé une bonne partie de la ville de Dubaï. Alors je ne sais pas si, en voyant les images de Dubaï, vous diriez que ce n'est pas l'image de la capitale d'un pays qui regorge de pétrole. C'est, je crois, là également le climat qui se détériore, d'où l'importance des COP. Avec la COP 29 qui vient d'avoir lieu, il y a évidemment un phénomène de changement climatique. Il y a très certainement également des phénomènes domestiques, c'est-à-dire des problèmes d'évacuation des eaux de pluie. Ça, je vous le concède, vous évoquez les questions de municipalisation additionnelle. Je crois qu'il y a certains chantiers qui ont déjà repris et il y aura très certainement un focus qui sera fait sur la nécessité d'éviter, quand il y a des rues gorgées d'eau, d'éviter les inondations. Autre exemple malheureux qui montre que le problème n'est pas que congolo-congolais, nous avons tous suivi ce qui s'est passé en Espagne, dans la région de Valence, et on a vu que les inondations ont provoqué 220 morts, sans compter les disparus, et on a même vu le roi d'Espagne, qui a été, avec son épouse, la reine, pris à partie par les populations mécontentes. Donc là également, il ne s'agit pas d'un pays totalement pauvre qui connaîtrait ce type de perturbation. Alors la question du grand marché que vous évoquez, elle m'avait déjà été posée. Elle est toujours pendante, qui est tout simplement celle de la nécessité d'avoir des crédits. Et quand les crédits sont là, cela est plus facile. Albert Mianzokota, la semaine africaine. Merci, Monsieur le ministre. 3 petites questions. La première, c'est justement le prolongement de l'aspect 5G. Et ce qui vous préoccupait, vous intéressez le plus apparemment. Effectivement, donc voilà, nous sommes ici dans un paradoxe de pauvres, je dirais. C'est-à-dire que nous avons la technologie la plus efficiente, mais est-ce que nous donnons la garantie à ceux qui l'utilisent de la qualité, de l'innocuité des effets de cette technologie? Ailleurs, dans les pays les plus développés, on se rend compte qu'il y a des montées de protestations, des refus d'installation, même des antennes 5G sur les immeubles. Est-ce que chez nous,
cela va sans danger, ou alors est-ce que les dangers sont conscrits et donc annihilés? Voilà, c'est une technologie à la fois innocente pour ceux qui l'utilisent. Donc 5G. Deuxième petite question, nous sommes aujourd'hui dans une époque où on se préoccupe de l'environnement et nous avons parlé ici des effets des pluies violentes, etc., qui amènent la plupart des gouvernements à se tourner aujourd'hui vers des politiques environnementales moins agressives. Or, le Congo, et c'est ça le paradoxe de la pauvreté, je disais, semble beaucoup plus se préoccuper, par exemple, des énergies pétrolières, des énergies nocives pour l'atmosphère, que de celles qui devraient être tout à fait inoffensives. Le président de la République va en Italie pour rencontrer Eni, signer des accords, etc. Ah bon ? Moi, je croyais qu'il était d'abord allé voir le pape. Il me semble, hein, mais peut-être que là également... C'est très, très gentil à vous de me le rappeler. D'abord, c'est ça. C'est la visite, c'est d'aller voir sa sainteté, le pape François. Oui, mais ensuite... C'est l'objet, je crois d'ailleurs que c'est en ce moment que ça a lieu. C'est en ce moment que ça a lieu et il y a des accords ensuite. Il n'est pas resté quand même tout ce temps uniquement pour visiter la place Saint-Pierre. Donc, certes, voilà. Certes. Donc voilà. Et donc les accords avec les pétroliers se font, se renforcent, etc., donnant l'impression que nous ne courons pas vers la transition énergétique à laquelle nous pressent les temps, les circonstances et les contextes. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Voilà, justement. Alors, vous évoquez la question de l'apparente incohérence entre la proclamation des principes qui aujourd'hui, le doyen Mianzokuta, je répondais d'abord à votre interrogation sur les politiques environnementales et donc les politiques écologiques, en disant que nous avions apparemment une conception agressive du sujet parce que de manière peut-être contradictoire à vos yeux, il y aurait nos proclamations, notamment au niveau des COP et de la dernière COP 29, d'une politique vertueuse, pendant que nous ferions le contraire en utilisant des ressources fossiles. Eh bien, je vais vous répondre d'abord par une petite plaisanterie. Nous risquons, si nous attendons les fameux financements, mais si une question arrive tout à l'heure, j'y répondrai volontiers, en attendant les fameux financements que nous attendons depuis 10 ans et la COP 21 à Paris, nous risquerions de mourir sur pattes si entre-temps il ne se passait rien, parce qu'il faut quand même que nos États arrivent à vivre, arrivent à fonctionner, arrivent à donner des ressources en faveur des populations. Il faut bien, en attendant que ces financements qui, d'après la COP 29, devraient équivaloir, là à Bakou, récemment, il y a quelques jours, quelques heures que nous avons eu quelques conclusions, que les fameux 300 milliards de dollars américains qui doivent être mis à disposition des pays qui, comme ceux du bassin du Congo, disposent de la solution en matière de biodiversité et de lutte contre le changement climatique, que ces 300 milliards de dollars annuels soient répartis de manière équitable entre ces pays. En attendant, il faut bien que les États vivent. On fait comment en attendant d'avoir des financements que nous attendons depuis 10 ans? Soyons réalistes. Il y a un pays dont je ne nommerai pas, que je n'identifierai pas, mais pour des raisons diplomatiques, mais tout le monde le sait. Il y a des pays en Europe qui ont été jusque-là des pays vertueux, qui ont même, au sein de leur gouvernement, des ministres écologistes, c'est-à-dire des gens qui sont soucieux de l'équilibre, du respect de la biodiversité et de la lutte contre les changements climatiques, qui ont décidé l'année dernière de reprendre la production de charbon. Il me semble que le charbon est une énergie fossile et fait partie des énergies fossiles les plus polluantes. Et je n'ai pas entendu les journalistes, notamment africains, très prompts à nous faire des leçons à nous, eh bien, se plaindre de l'apparente contradiction quand ces États font comme ça. Et je peux multiplier les exemples. Mais c'est parce que nous attendons tous d'assurer l'équilibre entre l'activité économique, la nécessité d'aller de l'avant sur les questions environnementales et écologiques,
et le fait de faire vivre nos populations quand même. C'est cet équilibre subtil qui est celui des États. Et nous avons, nous, en tant que gouvernement du Congo et de la République du Congo, nous avons cette obligation de concilier ce qui apparaît un peu contradictoire. Donc c'est un peu cela. Donc nous faisons le nécessaire, et bien, comme on dit, en attendant que ces financements arrivent, nous essayons d'assurer un équilibre entre ces productions fossiles qui sont placées, il faut le savoir, sous l'étroite vigilance des dispositifs environnementaux nationaux. J'ai déjà dit l'autre jour que ma collègue, la ministre Arlette Soudan-Nono, était très attentive et très vigilante sur les questions d'études d'impact environnemental. Nous avons des débats toujours assez chauds sur ces questions en Conseil des ministres. Donc, ce contrôle sourcilleux de l'administration locale, mais nous avons aussi et surtout les ONG internationales qui, si nous n'étions pas vertueux, ne manqueraient pas de nous pointer du doigt. Et je ne crois pas qu'il y ait eu ces jours-ci, ces derniers mois, ces dernières années, des alertes de ces ONG pour dire que le Congo faisait fausse route ou allait dans la mauvaise direction. Donc c'est cet équilibre qu'il faut respecter et que nous nous efforçons de respecter. Alors, vous évoquez la 5G avec ce que vous avez appelé effectivement, je crois, le paradoxe des pauvres. Je vous laisse la responsabilité de vos propos. C'est quoi la 5G d'abord? Je l'ai dit tout à l'heure en introduction. C'est d'abord une technologie qui correspond aujourd'hui à l'état d'évolution des services offerts par le numérique. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'économie numérique, c'est pas simplement un mot. C'est l'idée, la conception qui consiste à rendre virtuels les mécanismes de production de biens et de services. Quand on robotise, qu'on met des robots intelligents dans des entreprises qui fabriquent des objets, qui fabriquent des équipements à haute valeur ajoutée, l'intelligence artificielle apporte un plus et donc a besoin, en termes de consommation, a besoin d'une puissance de calcul que la 5G apporte et apporte un peu plus vite que la 4G. La première grosse différence, c'est la capacité, la vitesse. C'est la première chose. Et c'est important pour l'implémentation dans les services et dans les entreprises de cette technologie, puisqu'elle va accélérer ces processus de fabrication. La deuxième chose qui est importante à noter, c'est, comme je l'ai dit, c'est la possibilité de développer des services grâce à la 5G que nous n'avons pas encore aujourd'hui. Pour ceux qui voyagent, on voit, y compris dans certaines capitales africaines, des services qui sont dignes de ce qui se passe dans des pays plus développés. Commander un taxi, je ne cite pas de marque, mais on connaît Uber, on connaît Yango, etc. en Afrique, et Uber en Europe ou aux États-Unis. C'est d'assurer la libre disposition de services depuis son téléphone, faire des opérations bancaires, faire des achats à l'autre bout du monde, enfin faire des choses et développer des services qui sont facilités par la vitesse de traitement de la 5G. Donc, c'est positif. Et on ne peut pas rester en marge d'une technologie qui se développe comme ça. Parce que quel est l'effet induit? L'effet induit, c'est comme nous sommes le premier pays de la sous-région à disposer de la 5G, ça veut dire que certains des producteurs de services à haute valeur ajoutée, les petits jeunes qui sont à Kinshasa, à Libreville, à Bangui, à Yaoundé, etc., ces petits jeunes vont avoir, parce que ce sont des geeks, ce sont des experts, ils développent, sont des passionnés, ils développent des technologies qui sont gourmandes en termes de capacité, la 5G leur apporte une satisfaction. Que vont-ils faire? Ils vont être à la recherche de la performance, ils vont venir probablement installer une partie de leur service au Congo. C'est donc demain des investissements qui vont rapporter à notre pays, qui vont apporter des emplois à nos compatriotes. J'ai assisté il y a quelques jours aux travaux d'une académie privée qui s'appelle la Kenny Academy. Est-ce que vous savez que ces gens-là, dans leur projet, ils ont déjà formé 2 à 3 000 jeunes de notre pays aux technologies qui leur permettent de nous proposer des services et de proposer à la sous-région des services à haute valeur ajoutée. Ils ont l'optique dans les 3-4 prochaines années de former 10 000 jeunes au numérique. Sachez qu'on a besoin de 30 000 jeunes
pour assurer une croissance de notre PIB en matière d'économie numérique qui soit au-delà de 2 à 3%, donc de points de croissance. Ce qui veut donc dire qu'à un moment, on ne dépendra pas totalement du pétrole, mais on dépendra en grande partie de cette richesse qui s'appelle l'intelligence de nos compatriotes et de nos plus jeunes compatriotes notamment. C'est ça les bénéfices de la 5G. Moi je dirais, pas d'études qui disent que la 5G a à éviter et à interdire dans nos pays. Les pays les plus avancés utilisent aujourd'hui la 5G et nous sommes fiers que notre pays fasse partie, alors pour une fois quand même concéder le nous, fasse partie des précurseurs en Afrique sur une technologie aussi importante sur le plan socio-économique. Je suis Valda Saint-Val du journal en ligne Les Échos du Congo-Brazzaville. C'est ma première participation et j'interviens en dernière position, ça m'honore. Alors, Monsieur le ministre, je voudrais insister sur la COP 29 qui vient de se tenir à Bakou, en Azerbaïdjan. Le chef de l'État prend part à toutes les COP. L'accord qui vient d'être signé tôt ce matin à 3 heures, c'est un accord à minima, on dit les Africains. Alors, qu'est-ce qui cloche, Monsieur le ministre? C'est la faiblesse de persuasion de nos chefs d'État pour que les États développés ne puissent pas donner leur quote-part qu'ils ont promis depuis la COP 21, ou bien c'est une crainte de gouvernance de nos États sous-développés qui fait qu'ils ne donnent pas leur quote-part. La deuxième question, elle est environnementale. Il me semble que c'est à l'époque de Mme Munari que le gouvernement avait pris une mesure sur l'importation et la vente des déchets, des sacs en plastique. Aujourd'hui, toutes nos villes, toutes nos grandes cités urbaines, même à Madingou, ma cité natale, ce problème se pose avec acuité. Les sachets, les bouteilles en plastique pullulent dans les caniveaux, dans nos artères. Alors, est-ce que le gouvernement ne peut pas prendre une mesure de veiller aux décisions prises pour l'applicabilité de ces décisions et créer une structure pour le recyclage de ces éléments en plastique? Merci, Monsieur le ministre. On va commencer par cette seconde question. Vous avez rappelé l'interdiction en principe de tout ce qui est sachets en plastique et autres. Je ne sais pas à votre niveau, mais moi, quand j'envoie quelqu'un faire des courses, je vois revenir avec des sachets qui ne sont pas en plastique. Je crois que si on vous remet en tant que citoyen un sachet en plastique, il faut déjà faire la remarque aux commerçants, aux distributeurs. C'est interdit par la loi. Et la loi n'a pas changé à ce niveau-là. Pour le reste, il y a la nécessité, effectivement, mais comme vous le voyez, il y a ce problème d'accumulation des déchets, des ordures, qui rend difficile de faire le tri. Aujourd'hui, le génie militaire qui supplée, compte tenu de tous les problèmes que vous connaissez, qui supplée, on va dire, la défaillance d'Averda, société sortante de ramassage des ordures, on ramasse d'abord et on fera le tri après. Et après, je crois qu'il sera toujours temps, quand l'État sera moins en tort, puisque c'est à l'État de ramasser les ordures, il sera toujours temps de refaire de la pédagogie pour inviter nos compatriotes au plus grand civisme pour l'utilisation de sachets ou de bouteilles interdites par la loi. Vous évoquez la COP 29 en parlant d'accord à minima. Il y a quelques semaines, nous avons eu la précédente quinzaine et j'avais déjà dit, je crois, à une question de Mme Etoka Beka, qu'on peut faire de la littérature sur le caractère vertueux des intentions de tous les pays au monde. Le seul problème aujourd'hui qui subsiste, et ça fait 10 ans que ça dure, c'est celui du respect des promesses par les États développés qui promettent, depuis la COP 21 jusqu'à cette COP dont vous avez parlé, de la survenance d'un accord à minima, vous l'avez dit vous-même la nuit dernière, le problème est le même, c'est celui du respect de la parole donnée. Aujourd'hui, ils promettent 300 milliards de dollars an. Qu'ils les mettent sur la table, qu'ils les répartissent auprès des différents États bénéficiaires. Nous, le bassin du Congo, nous sommes prêts. Nous avons déjà tous les projets communautaires qui attendent leur abondement, leur financement. Nous sommes dans une démarche totalement vertueuse. Nous sommes une des solutions mondiales pour la séquestration du carbone. Nous avons fait tout ce qu'il fallait pour être prêts et nous attendons ces financements.
Et vous entendez dans mon propos à la fois une pointe de déception sur la position des pays les plus avancés. Je crois que nous suivons tous l'actualité de cette COP. On a vu les positions assez fermes des pays africains et des déceptions et des ministres, des officiels et de nos experts pour comprendre que là, pour le coup, nous avons un verre à moitié vide. Eh bien, attendons, espérons que pour les 10 prochaines années pour lesquelles il y a des engagements qui ont été pris, espérons que cette fois-ci, on va pouvoir bénéficier de ces 300 milliards an et espérons que la part qui revient au bassin du Congo soit la plus substantielle possible.